Bonjour et bienvenue à tous à cette web diffusion de Groupe Conseil Carbone sur les changements climatiques et les financements disponibles. Cette web diffusion est avant tout destinée aux municipalités qui souhaitent soit mettre en place un plan d'adaptation vis-à-vis des conséquences des changements climatiques ou qui souhaitent faire l'inventaire de leurs gaz à effet de serre pour mettre en place un plan d'action en vue d'atteindre des cibles de réduction de gaz à effet de serre. Alors, avant de commencer, le groupe Conseil Carbone ne donne aucune garantie d'exactitude ou de fiabilité et ne peut en aucun cas, ni à quelque titre que ce soit, être tenu responsable en cas de réclamation découlant d'erreurs ou d'omissions. L'agenda pour aujourd'hui, tout d'abord les changements climatiques tels qu'ils sont vécus au Québec, ensuite l'adaptation au changement climatique, puis nous regarderons l'atténuation ou comment réduire ces émissions de gaz à effet de serre. Et nous finirons par le financement qui est maintenant disponible pour les municipalités du Québec qui souhaitent soit agir sur leurs émissions de gaz à effet de serre ou mettre en place un plan d'adaptation. Alors, tout d'abord, les changements climatiques au Québec. Si l'on regarde la tendance des températures moyennes des villes du Québec, eh bien, il y a clairement une tendance à la hausse des températures moyennes. Les tendances sont plus ou moins marquées en fonction des régions, mais on vit déjà des conséquences des changements climatiques à travers cet indicateur qui est la température moyenne. Les données présentées ici sont les données sur la période 1961 à 2010. Si l'on regarde un autre indicateur, il y a la température, mais là, ce sont les températures extrêmes. Les actuaires ont fait une étude très détaillée de l'historique des températures extrêmes en prenant en fait plusieurs régions en Amérique du Nord, dont la grande région Québec-Ontario. Et si l'on regarde ici la courbe noire qui est en fait la tendance d'évolution par rapport à la période de référence qui est 1960-1990, on voit clairement qu'il y a une augmentation de la fréquence des températures extrêmes. Alors c'est très marqué et notamment sur les 20 dernières années. Si l'on regarde maintenant les précipitations, donc les pluies abondantes sur la même région, eh bien, le graphique montre la même tendance. Quand on regarde la courbe en noir, on voit qu'il y a, notamment les 20 dernières années, une tendance significative à l'augmentation de la fréquence des pluies abondantes. Alors, autant les moyennes, quand on regarde la moyenne de température, est à la hausse, mais également lorsqu'on regarde des phénomènes extrêmes, comme des températures extrêmes ou des précipitations extrêmes, on se rend compte qu'on vit déjà les conséquences des changements climatiques à travers ces paramètres. Alors, un des phénomènes qui existaient déjà avant les changements climatiques, ce sont les îlots de chaleur. Le fait que dans les villes, eh bien, les matériaux de construction réfléchissent la lumière du soleil, en particulier, fait que les villes et le cœur des villes est souvent connaît une température plus élevée que les zones rurales. On parle de 3 à 10 degrés plus chaud au cœur de ville. Alors, les îlots de chaleur sont des endroits où cette température accrue fait que, notamment lors des périodes de forte chaleur, eh bien, la température peut amener à des inconforts, notamment vis-à-vis des personnes les plus fragiles. Donc, les îlots de chaleur, on pourrait se demander au Québec, où sont-ils? Eh bien, il y a une cartographie qui a été faite de beaucoup de grandes villes au Québec qui montre, à partir d'images aériennes, les endroits où se trouvent ces îlots de chaleur. Cela correspond la plupart du temps à des zones densément peuplées. Et il faut voir que avec les changements climatiques, l'augmentation de la température moyenne fait que ces îlots de chaleur sont amenés à être encore plus chauds à l'avenir. Si l'on regarde de façon générale quels sont les risques qui sont amenés par les changements climatiques,
Il y a trois composantes pour définir un risque. Le premier, c'est l'aléa. Cela correspond aux événements climatiques, comme des vagues de chaleur, comme des précipitations intenses, comme des cycles de gel-dégel. Et quand on combine ces événements ou ces aléas à une exposition, l'exposition, c'est les personnes, les biens ou les espaces naturels qui se trouvent bien exposés à ces aléas. Alors on se rapproche du risque. La dernière composante, c'est la vulnérabilité. On parle aussi de résilience ou de niveau de préparation ou de capacité de réagir. Alors la vulnérabilité dépend beaucoup de conditions locales, de moyens mis en place pour gérer comment les aléas affectent des personnes, des biens ou des espaces naturels. C'est donc la combinaison de ces trois éléments qui permet de définir la sévérité ou les impacts d'un risque lié au changement climatique. Et on peut mettre ça en perspective avec les efforts à faire. Pour ce qui est des aléas, la seule façon d'essayer de contrôler les événements climatiques, c'est par la réduction des émissions de gaz à effet de serre. On parle d'atténuation. Quand on regarde l'exposition et la vulnérabilité, là on rentre dans la phase d'adaptation. On voit bien qu'il y a une complémentarité entre l'atténuation d'un côté et l'adaptation. C'est en jouant sur ces deux leviers que l'on arrive à réduire les risques des changements climatiques. En détail, quand on regarde l'adaptation, eh bien pourquoi faire un plan d'adaptation? Deux grandes catégories de raisons. La première, c'est une obligation morale. En effet, les citoyens ont des attentes. Il y a une prise de conscience des changements climatiques et des conséquences par beaucoup de citoyens. Et ils expriment leurs attentes et leurs besoins d'être protégés en quelque sorte des conséquences des changements climatiques. Et puis, pour éviter également des poursuites judiciaires, parce que les municipalités ont une responsabilité vis-à-vis du bien-être de leurs citoyens. Et l'autre élément, c'est l'intérêt économique. En effet, d'un point de vue purement économique, investir aujourd'hui dans des mesures d'adaptation permet des économies de 9 à 38 dollars par dollar investi à l'avenir. Ce sont des économies réalisées sur les pertes ou les conséquences qui pourraient arriver de phénomènes climatiques si la municipalité n'est pas préparée. De même, la rétention ou l'attraction de résidents est un atout à mettre de l'avant dans le cadre d'une démarche d'adaptation. Et également pour éviter des poursuites judiciaires qui peuvent avoir un coût non négligeable si jamais il y a derrière des sanctions financières. Alors on le voit bien, s'adapter est à la fois une contrainte, une obligation, mais également une opportunité de gérer de façon proactive des coûts et des dépenses à venir. Alors pour faire un plan d'adaptation, eh bien, il y a des méthodologies qui ont été élaborées, qui ont fait leurs preuves. Celle proposée ici est une méthodologie du groupe de recherche québécois Ouranos, qui décrit étape par étape comment mettre en place un plan d'adaptation. Ça passe par des étapes préliminaires, qui est de définir clairement le mandat, les personnes responsables, les livrables, les échéanciers. Ensuite, comprendre les impacts du climat actuel pour la région en question, pour la municipalité en question. Définir ensuite les impacts que ces aléas peuvent avoir et analyser les vulnérabilités, encore une fois, en termes de personnes exposées, d'infrastructures, de biens ou d'un point de vue environnemental. Ensuite, on réalise une appréciation des risques de façon à pouvoir les quantifier, ce qui permet par la suite de définir des options pour adresser les risques qui représentent un plus grand niveau de gravité. Et à partir des options qui ont été identifiées, elles sont évaluées suivant une grille de critères
qui regarde bien évidemment les coûts, les délais d'implémentation, à quel point c'est aligné avec les objectifs de la municipalité et les attentes des citoyens. Et puis, ça permet de mettre en place un plan d'action qui reprend l'ensemble de ces actions avec lui aussi un échéancier, des responsabilités et des budgets. Quelques exemples. La plantation d'arbres. Alors, on sous-estime souvent les bénéfices apportés par la plantation d'arbres. D'un point de vue économie d'énergie, il est connu que le couvert végétal, notamment le couvert des arbres, permet de réduire la température. D'un point de vue CO2 également, l'arbre fixe le CO2. Il a un rôle de filtration des polluants de l'air. Il permet également de capturer de l'eau par évapotranspiration et de la rendre à l'atmosphère, ce qui limite l'écoulement d'eau dans les conduites. Alors, tous ces avantages ont été estimés de l'ordre de 172 $ par arbre, ce qui fait que pour $1 de coût, ça apporte de l'ordre de 5,6 $ de bénéfices. Donc, des avantages économiques indéniables. D'autres aspects comme les stationnements éco-responsables. Deux exemples ici. À Québec, l'édifice Falaise Apprivoisée, qui non seulement comporte un design original, mais en plus dispose d'un toit vert qui permet donc de garder l'eau de pluie et de lui permettre de s'évaporer. De l'autre côté, les habitations Jeanne-Mance à Montréal, qui sont un exemple de stationnement éco-responsable dans lequel les eaux de pluie convergent vers un bassin de rétention qui dispose d'une végétation. Alors, ce sont des solutions innovantes qui ont été mises en place et qui sont non seulement agréables, mais éco-responsables. Du côté de l'atténuation, alors, on va regarder rapidement, puisque c'est un sujet qui est souvent connu, notamment dans les municipalités, qui ont eu la chance de faire un inventaire de gaz à effet de serre lors du programme Climat Municipalité. Donc, il y a deux types d'inventaire. L'inventaire corporatif, qui est l'inventaire lié aux activités directes de la municipalité. Ça couvre les bâtiments municipaux, les véhicules et la gestion des matières résiduelles en fonction de comment la municipalité est organisée. Et il y a également l'inventaire de la collectivité. Là, on regarde le territoire de la ville. Cela permet de prendre en compte les émissions liées à d'autres secteurs qui ne sont pas directement contrôlés par la municipalité, mais pour lesquels la municipalité a une influence. Le secteur agricole, le secteur résidentiel, institutionnel et commercial, le secteur industriel, le transport des citoyens et la gestion des matières résiduelles. Alors, quand on regarde l'ensemble de ce périmètre-là, on se rend compte, et il a été démontré, qu'une municipalité influence jusqu'à 50% des émissions totales d'une province. Alors, si on prend l'ensemble des municipalités, c'est 50% des émissions totales de la province du Québec sur lesquelles elles peuvent avoir une influence. Et suite à la COP 21 à Paris, eh bien, les acteurs locaux ont été reconnus comme faisant partie de la solution. Et donc, il y a dans plusieurs municipalités des actions, des incitatifs par exemple, ou des mesures qui permettent à différents acteurs économiques de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Un des exemples, c'est dans le domaine du transport. C'est le projet Sauvé, qui est ici mis de l'avant par la ville de Nicolet, qui est un système d'autopartage de véhicules électriques en région. Alors, non seulement c'est un système qui permet de remplacer un véhicule municipal par un véhicule électrique, mais également ce véhicule électrique, en dehors des horaires de travail, est mis à la disposition des citoyens et à l'aide d'une plateforme de réservation, eh bien, les citoyens peuvent utiliser ce véhicule électrique. Alors, c'est un projet très populaire, puis c'est
un bel exemple de démonstration d'un véhicule électrique qui sert à la communauté. En ce qui concerne le financement, eh bien, il y a du financement de la Fédération canadienne des municipalités pour à la fois un plan d'adaptation au changement climatique. Comme on l'a vu plus tôt, le plan d'adaptation comporte plusieurs volets. Il y a d'abord l'étude de vulnérabilité qui permet d'identifier les risques, de les classer et ensuite de développer une liste d'actions pour adresser ces risques. Ces actions sont regroupées au sein même du plan d'adaptation. Et le financement de la FCM permet également de mettre en place un plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre à partir d'un inventaire de gaz à effet de serre et aussi un plan d'énergie communautaire. Alors on retrouve les deux volets mentionnés précédemment, le volet adaptation, changement climatique et le volet atténuation. La subvention maximale est de 125 000 $ et ce sont 80% des coûts admissibles qui sont possibles d'être financés. Alors la FCM a ouvert un appel à projet pour les municipalités du Québec et c'est un soutien financier bien nécessaire. Alors à Groupe Conseil Carbone, on a accompagné avec succès plusieurs municipalités pour déposer des dossiers et mettre en place que ce soit un plan d'adaptation ou un inventaire de gaz à effet de serre avec un plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Si vous avez des questions sur l'accès à ce financement, sur la mise en place d'un plan d'adaptation, sur l'inventaire de gaz à effet de serre et le plan d'action, il nous fera plaisir de vous y répondre. Et vous pouvez nous contacter. Les informations sont à l'écran. Je vous souhaite une très bonne journée.